1er mai 1891, une unité militaire ouvre le feu sur des manifestantes et manifestants. Ils étaient venus revendiquer la journée de travail de 8 heures. Ils étaient venus réclamer de meilleures conditions de travail, tout en ayant organisé une journée festive, avec un bal et la programmation de pièces de théâtre. Ils étaient venus pour demander à ce que soient questionnés leurs droits. Le résultat, 9 morts, dont des enfants, et 35 blessés. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sous le format Histoire oubliée, comme celle sur la révolte des Sardinières de Douarnenez. J'ai fait des recherches, mais évidemment il ne s'agit pas d'une thèse. L'idée c'est de vous raconter l'histoire de cette journée, parce que même si certains et certaines la connaissent, beaucoup en ont jamais entendu parler, moi la première. C'est d'ailleurs l'un d'entre vous qui m'a proposé de traiter le sujet. J'espère que vous apprendrez des choses, que la vidéo pourra être partagée autour de vous, ou que simplement vous apprécierez la façon dont je partage sur le sujet. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un événement sombre, de son retentissement médiatique, de l'instrumentalisation de ce jour pour alimenter des discours sexistes et misogynes, du silence politique face au mouvement ouvrier et aux violences policières, de la récupération par l'extrême droite afin d'alimenter l'antisémitisme, ainsi que de procès qui n'ont jugé que des personnes qui n'avaient pas de sang sur les mains. Alors Fourmies, ou Fourmiès, mais j'ai l'impression que c'est Fourmies, est une ville du nord de la France, dans les départements du Nord, donc dans la région des Hauts-de-France. Grâce à l'industrie textile, cette petite ville de 2000 habitants connaît au fil du 19e siècle une forte croissance industrielle et démographique. En 1891, Fourmies compte 15 700 habitants, composés en grande majorité d'ouvrières et d'ouvriers. Située non loin de la frontière, la ville comptait en 1886 19,3% de ressortissants belges. En 1891, à Fourmies, on compte 37 filatures de laine et de coton. À elle seule, elle représente 1/5 de l'industrie lainière française, ce qui fait de Fourmies le premier centre mondial de laine peignée. Comme dans de nombreuses usines en France, les conditions de travail sont très dures, insalubrité et salaire extrêmement bas. Les journées durent entre 12 et 15 heures, 6 jours sur 7. Le travail est émotionnellement insupportable et physiquement épuisant. On le sait, ce contexte favorise l'apparition et ou le renforcement d'handicaps physiques, de troubles psychologiques, de dépression, d'addiction, de troubles du comportement alimentaire et de pensées suicidaires. Pour mieux comprendre le contexte, il faut revenir en 1885. Cette année-là, l'industrie textile de la région rencontre des difficultés. Elle est devenue moins rentable. Dans le même temps, les prix augmentent, la nourriture, les loyers, alors que de l'autre côté, les licenciements se multiplient et les salaires continuent de baisser. Dès 1886, plusieurs mouvements de grève éclatent. On recense alors près d'1 millier d'ouvriers et d'ouvrières qui défilent dans les rues de Fourmies. Je vais vous donner quelques éléments supplémentaires pour comprendre ces appels à la grève. On a besoin d'un peu de contexte politique aussi. À ce moment-là, la France est le seul pays d'Europe à être une république issue d'une révolution, portée par des leaders qui affirment vouloir le progrès social. Mais en réalité, on parle surtout d'égalité devant la loi. On est en pleine phase d'industrialisation, ce qui creuse encore davantage l'écart entre les classes sociales. Et le gouvernement, lui, ne remet pas en cause l'ordre bourgeois, ni même l'idée d'une réelle égalité entre les classes. Dans ce contexte, le socialisme reste marginalisé, même si l'idée de donner une force politique au mouvement ouvrier est présente. Parmi les principaux courants socialistes, on retrouve le guesdisme, fondé par Paul Lafarge, le gendre de Karl Marx, et Jules Guesde, un journaliste très engagé dans le socialisme marxiste. Leur courant repose sur deux principes: refuser toute participation à un gouvernement bourgeois et ne pas appeler à la révolution sans une préparation méthodique via la lutte des classes. Je vous passe les détails, mais au fil du temps, plusieurs courants socialistes, dont celui de Jean Jaurès et d'autres partis plus modestes, finiront par fusionner pour créer la SFIO. Dans le Nord, on retrouve Hippolyte Culin, figure locale et fondateur de la section locale du Parti ouvrier français. Je résume beaucoup, évidemment. L'histoire des partis politiques est très complexe et indigeste, donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à creuser de votre côté. Au 19e siècle, aux États-Unis, les conditions de travail sont assez similaires à ce qu'on peut trouver en France. Entre 10 et 12 heures de travail par jour, 6 jours sur 7. C'est dans ce contexte que le 1er mai 1886, des centaines de milliers de travailleurs et de travailleuses manifestent à l'appel de la Fédération américaine du travail. À Chicago, la grève se prolonge et tourne au drame. Une bombe explose et tue plusieurs policiers. Des syndicalistes anarchistes sont alors arrêtés et condamnés à mort. 4 d'entre eux seront pendus le 11 novembre 1887. Ils étaient accusés d'avoir lancé la bombe, mais une enquête finira par les blanchir.
Certaines sources évoquent même des provocateurs infiltrés, payés par la police. Ce procès reste aujourd'hui encore très controversé. Les preuves étaient quasiment inexistantes et certains des condamnés n'étaient même pas présents sur les lieux au moment des faits. Si le sujet vous intéresse, je pourrais peut-être faire une vidéo dessus. En tout cas, c'est en mémoire des événements de Chicago que dès 1889, l'Internationale ouvrière décide de faire du 1er mai une journée de mobilisation pour réclamer la journée de 8 heures. Ce n'est qu'en 1947 que cette journée devient un jour férié et payé en France, grâce à Ambroise Croizat, alors ministre communiste du Travail. Le 1er mai 1890 marque alors la première célébration de la journée des travailleurs et des travailleuses. Et elle ne fait pas trop de vagues cette année-là. Pour ce qui est du 1er mai 1891, on pouvait lire dans le Figaro que cette journée serait très importante, très grave même, car elle prouvera une fois de plus aux plus aveugles le caractère universel que prend la question ouvrière, ou pour mieux dire, la question sociale. En 1891, le Parti ouvrier décide d'aller soutenir les grèves organisées un peu partout en province pour le 1er mai. Paul Lafargue, le gendre de Karl Marx, se rend aussi à Fourmi pour participer à un meeting. Tout est alors organisé. Le programme rédigé par Hippolyte Culin annonce une manifestation festive et pacifiste. Il faut aussi rappeler que le 1er mai est perçu comme une fête du printemps. Alors, à 10h, les ouvrières et les ouvriers doivent se rendre à la mairie pour porter leurs revendications. La journée de 8h, l'application de l'unification de l'heure pour la rentrée et la sortie des fabriques à la même heure pour toutes, annoncée par la cloche locale, la création d'une bourse du travail et d'une caisse de retraite pour les ouvriers, la révision générale des tarifs, suppression des règlements léonins, abrogation des amendes et des malfaçons, fixation de la paye tous les 8 jours et non plus tous les 15 jours, suppression des octrois, amélioration de l'hygiène. Après ça, un pique-nique est prévu au café Le Cygne, suivi de festivités, théâtre, chant et pour clôturer la journée, un bal. Le programme se termine même par ces mots. Le plus grand calme est recommandé. Pas de tumulte, pas de récrimination personnelle. Le Parti ouvrier veut le droit et la justice, et en demandant le respect de lui-même, il compte sur le respect moral de chacun pour faire aboutir par la raison ses justes revendications. Mais c'est là que les ennuis commencent. Le 30 avril 1891, la veille de la manifestation, l'opposition, les patrons, collent des affichettes dans la ville. Le message est clair, aucune concession ne sera faite. On peut y lire « À l'unanimité, sauf un seul, tous les chefs d'établissement de la région de Fourmi ont décidé que l'on travaillerait le 1er mai comme tous les autres jours. » Il faut d'ailleurs noter que ces patrons ont aussi un pouvoir politique. Par exemple, François Boussu, l'un d'entre eux, est conseiller régional républicain du canton de Trélon. Et un second n'est autre que le maire de Fourmi, Auguste Bernier. Et grâce à son influence, le maire de Fourmi réclame du renfort au sous-préfet d'Avesnes, Ferdinand Isaac. Le soir même, le 30 avril, 3 compagnies du 84e régiment d'infanterie arrivent à Avesnes. À 5h du matin, les travailleurs et les travailleuses de Fourmi sont déjà devant les usines, prêts à prendre leur poste. Il y a une distribution de tracts afin de mobiliser un maximum de monde. Le premier slogan qu'on entend, c'est « C'est les 8 heures qu'il nous faut ». Vers 9h déjà, 2 gendarmes à pied arrêtent un ouvrier gréviste. Puis des gendarmes à cheval chargent la foule et vont arrêter 4 autres manifestants. Les 3 compagnies du 84e régiment d'infanterie sont déjà sur place. Mais la sous-préfecture demande de nouveaux renforts. 2 compagnies du 145e régiment de ligne sont envoyées depuis la caserne de Maubeuge. Après les arrestations, le slogan du début de matinée est maintenant suivi d'un « C'est nos frères qu'il nous faut ». À 11h30, les grévistes sont reçus à la mairie. Le maire, Auguste Bernier, cherche surtout à calmer les choses. Il promet donc que les grévistes arrêtés le matin même seront libérés à 17h. Le sous-préfet Ferdinand Isaac, qui a permis l'arrivée des troupes, enfin qui l'a facilité, et le substitut du procureur Lefrançois, dont je n'ai pas retrouvé le prénom dans les sources, arrivent aussi à la mairie et les discussions vont durer jusqu'à 13h45. En début d'après-midi, Hippolyte Culin et d'autres manifestants vont donc quitter la mairie pour se rendre au théâtre. Je vous rappelle que l'après-midi était dédié à des animations festives et donc il y avait la programmation d'un spectacle. Mais les gendarmes à cheval dispersent les grévistes et de nouvelles arrestations ont lieu, ce qui va mener à l'annulation de la représentation. Il est alors dit que les gendarmes à pied commencent à se faire bousculer. Au départ, cela aurait commencé sur un ton humoristique, mais ça aurait dégénéré en bousculade, jets de pierre et insultes. J'ai lu des récits évoquant un roulement de tambour et l'intervention des compagnies du 84e régiment, mais ce sont des détails difficiles à vérifier. C'est difficilement sourcé et sourçable, et toute cette partie est assez floue pour tout vous dire. À 15h30, on sait que les renforts de Maubeuge arrivent à la gare de Fourmi. Ils sont escortés pacifiquement par des passants jusqu'à la mairie. Et arrive la fin de journée. Les prisonniers ne sont finalement
finalement pas libérés comme promis, et les manifestants vont alors retourner à la mairie. Un peu avant 18h30, sur la place de l'église, le drame éclate. Une trentaine de soldats équipés de fusils Lebel font face à la foule. Ces soldats sont en réalité des conscrits, des hommes de la région peu formés à l'utilisation de ces armes ou à ce genre de situation. Leurs fusils, on le dit souvent, sont très puissants. Leurs balles peuvent traverser jusqu'à 3 corps à moins de 100 mètres et sont très facilement rechargeables. Selon les sources, il y a face à eux entre 150 et 200 grévistes. Sans doute effrayés, cherchant à se cacher ou en colère, les manifestants auraient fini par jeter des pierres et la foule se serait agitée. En réponse, le commandant François Chaput fait d'abord tirer en l'air, ce qui n'aurait pas fait bouger les grévistes. Il aurait alors crié « Baïonnette en avant ». Pour exécuter l'ordre, les soldats auraient été obligés de reculer d'un pas, et les jeunes grévistes y auraient vu un signe de repli. Le porte-drapeau, Kléber Gilotto, crie alors « Vive la grève, vive l'armée ». Et pourtant, le commandant Chapuis crie « Feu, feu, feu rapide, visez le drapeau ». En 45 secondes, à presque 18h25, 9 personnes sont tuées et 35 personnes sont blessées. Kléber Gilotto avait 19 ans. Louise Hublé avait 20 ans. Ernestine Dio avait 19 ans et était mère d'un enfant. Félicie Tonnelier avait 16 ans. Charles Leroy avait 20 ans. Émile Ségaud avait 30 ans. Gustave Pestiot avait 14 ans. Maria Blondeau avait 18 ans. Émile Cornaille avait 11 ans. Si vous vous demandez pourquoi il y avait des enfants, rappelez-vous ma vidéo sur les sardinières. Beaucoup de jeunes, parfois très jeunes, travaillent à l'usine depuis leurs 12 ans, parfois même moins. Et surtout, grâce au fusil Lebel, un enfant a été tué alors qu'il se trouvait à l'estaminer la Bague d'Or, alors qu'il ne participait pas à la manifestation. Petite parenthèse, le prêtre catholique Alfred Margerin est connu pour avoir porté secours aux blessés durant la fusillade. La presse et Paul Lafargue l'ont présenté comme s'étant interposé pendant la fusillade, mais lui-même n'a jamais confirmé ça. Donc au niveau des sources, ça s'accorde pas trop sur le sujet, ce qui est sûr c'est qu'apparemment il a porté aide aux blessés. Les informations sur les personnes décédées sont assez légères, et je n'ai trouvé d'informations que sur 2 de ces personnes, Ernestine Dio et Maria Blondeau. Maria Blondeau est connue comme étant l'une des figures emblématiques de cette macabre journée. Sa mère était vendeuse itinérante d'épices et son père était ouvrier. Maria travaillait dans une filature de coton à Fourmies, et Kléber Gilotto, le porte-drapeau, était son fiancé. Il est lui aussi décédé ce jour-là. Maria Blondeau était donc en tête de cortège. On raconte que la première ligne était composée de jeunes filles tenant des bouquets d'aubépines, symbole de printemps. On les appelait les porteuses de mai. Et l'image de cette jeune fille au bouquet et de son fiancé avec son drapeau rouge est devenue un symbole du pacifisme et de lutte ouvrière face aux violences d'État et à la répression policière. Mais il n'y a pas que la question de la répression. Il y a aussi très clairement une dimension sexiste et misogyne. En effet, on va davantage s'insurger sur les valeurs supposées de ces femmes que sur le fait de les voir gagner la moitié seulement d'un salaire déjà beaucoup trop bas des hommes. Ce mépris, il vient surtout de la classe bourgeoise. Jules Simon, conservateur et républicain, disait par exemple « Une femme qui se met à travailler n'est plus une femme ». Après la fusillade, les autorités administratives se voient le droit de collecter des renseignements sur les victimes. Les questions sont orientées, biaisées, intrusives, mais notées. Mais pourtant, on se demande comment il est possible de répondre objectivement à ce type de questions. Elles seront néanmoins enregistrées par un commissaire quelques jours après la fusillade. Donc, aux côtés de l'état civil de Maria Blondeau, on peut lire sur le document en question « Sa famille peut-elle se passer de son aide ?» Réponse « Oui ». Comment était-il noté dans sa commune ? Conduite très légère. Se livrait-il au libertinage et à la débauche ? Pas ouvertement. Et dans les renseignements divers, on peut lire que ses mœurs étaient très relâchées. Sur la fiche d'Ernestine Dio, 19 ans, mère d'un enfant, décédée elle aussi, on trouve. Vivait-il dans l'oisiveté ? Réponse, assez souvent. Exerçait-il réellement sa profession ? Non. Comment était-il noté dans sa commune ? Mal. Se livrait-il au libertinage et à la débauche ? Oui. L'idée qu'une jeune femme puisse ouvrir sexuellement son couple ou fasse la fête semblait assez important pour que ce soit noté sur un document administratif. Mais qui a pu juger de cela ? Qu'est-ce qu'englobe ce « oui » ? Par exemple. On note d'ailleurs que les questions de ce document sont entièrement genrées au masculin. Manifestement, personne n'imaginait avoir un jour à le remplir pour des femmes. Ensuite, ces documents ont été envoyés au ministre de l'Intérieur, intéressé manifestement par la moralité des victimes. Ce qui était qualifié de peu moral faisait des femmes des cibles pour les jugements et les insultes, ce qui était par contre jugé comme comportement positif, comme celui des religieuses ayant accompagné les blessés aux côtés du prêtre, est à peine mentionné. Je n'ai trouvé qu'une source les évoquant. Après, ce silence est courant. Les minorités de genre, les personnes racisées, les personnes d'autres confessions que le catholicisme sont très souvent absentes des sources officielles.
officielles, qui, il faut le rappeler, sont souvent écrites et conservées par l'élite ou le gouvernement. Et dans le cas de Fourmi, on va aller jusqu'à salir la mémoire des victimes. Le journal Le Temps, un quotidien conservateur, écrit Au premier rang et parmi les morts, on peut bien le dire maintenant, des femmes de mœurs fort légères. Tout le monde a fourmi l'avoue aujourd'hui. Caroline Rémy, une journaliste féministe connue sous le pseudonyme de Séverine, va répondre à la une de Gil Blas. La conclusion charmante s'impose d'elle-même. Le malheur est bien horrible, la catastrophe bien moins navrante, le sous-préfet Isaac bien moins hué, puisque les victimes n'étaient pas des rosières. La compagnie du 145e qui a tiré était une compagnie des mœurs. Le commandant Chapuis était le chef d'un service hygiénique, quoique un peu absolu dans ses procédés. L'on est édifié sur la conduite de ces petites gourgandines, contre lesquelles, après tout, les soldats n'ont peut-être fait que défendre leurs vertus. Elle les serrait de près, ces gaillardes. Et elle ajoute Si les mortes de Fourmi étaient des prostituées, ce qui n'est pas, elles ne mériteraient que davantage la pitié, ayant été des victimes avant même que la fusillade les jetât sur le seul lit où il leur fut permis de dormir seuls. Cet article, je vous le lis quasiment intégralement parce que je l'ai trouvé déchirant. Et pour ceux qui pensent que le féminisme fait trop de bruit aujourd'hui, je rappelle que les mots de cette femme faisaient la une de Gil Blas en 1891. Et elle conclut ainsi Elles étaient de pauvres filles, travaillant dur pour gagner peu, qui n'ont guère connu d'autre joie, en leur brève existence, que les quelques caresses, les quelques étreintes, que les puritains de la République leur imputent à crime, dont ils prennent prétexte pour enrayer la publique douleur. C'est drôle, elle n'a point pensé à cela, la supérieure des sœurs de la compassion, à Fourmi, la vieille religieuse de 67 ans qui, après avoir de ses mains lavé et habillé les cadavres, abaissé les paupières sur les yeux à jamais éteints, s'est penchée sur le front des mortes et y a mis avec un signe de croix un maternel et désolé baiser. Alors on en revient à la question que l'on connaît encore trop bien aujourd'hui. Qui est légitime d'être victime? Qu'est-ce qu'une bonne victime? Et j'aimerais ajouter quelque chose. Dans beaucoup de documentaires ou dans des textes ou vidéos de vulgarisation historique, on entend souvent l'expression « et je ne vous parle même pas des femmes ». Pour évoquer leur situation, pour souligner qu'elles vivaient encore pire que les hommes à situation similaire, et moi je vous propose d'en parler, de ne pas éluder le sujet, et d'en parler mieux. À Fourmi, 4 femmes ont été tuées et beaucoup ont pris une part active durant cette grève. C'était une grève d'ouvriers et d'ouvrières. Et quand on utilise des termes génériques comme grève ouvrière, mouvement ouvrier, un peu par habitude, on a tendance à penser que aux hommes. Dans notre tête, possiblement, il ne va y avoir que des images d'hommes. Moi la première. C'est le résultat de siècles entiers d'effacement des femmes dans l'histoire. Et on a intégré des schémas qu'on continue de reproduire sans même s'en rendre compte. Et à nous maintenant, du coup, de les déconstruire. Cela fait aussi partie de ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Au sujet de ce 1er mai 1891, la presse s'est très rapidement emparée de l'événement. Ce qui est d'abord qualifié d'incident est très rapidement devenu le massacre dans l'Intransigeant et la Cocarde, et la tuerie dans la Dépêche de Toulouse. Le 14 mai 1891, l'Intransigeant illustré publie des portraits de victimes et va consacrer plusieurs pages à la fusillade. On y mentionne les chants et slogans entendus pendant la manifestation, comme le chant des 8 heures ou la Marseillaise. Certaines sources citent aussi « c'est la quinzaine au bout de la semaine », qui est un appel à être payé tous les 8 jours et non tous les 15 jours. Et ce journal va aussi insister sur le caractère pacifiste de cette manifestation. A l'inverse, le journal Le Temps, qui est donc un quotidien très orienté, conservateur et républicain, presque caricatural de par son classisme, va lui décider d'accuser les grévistes. Il décrit les forces de l'ordre comme ayant été admirables de patience, et affirme que les tirs sont une réaction légitime à une attaque de vive force. Le journal justifie donc ouvertement la répression, et comme je le disais tout à l'heure, il va aussi qualifier les victimes de femmes aux mœurs légères. En réponse à cette rhétorique, on va retrouver donc la une de Gil Blas, signée par Séverine, que je vous ai déjà lue tout à l'heure. Du côté de la Cocarde, on va décrire des façades fusillées, notamment celle de l'estaminet La Bague d'Or, mais aussi par exemple de la boulangerie. Elles sont qualifiées de scènes effrayantes et horribles. Le journal va même aller jusqu'à parler des flaques de sang coagulées restées sur place. Petit point de détail intéressant, certaines représentations montrent le drapeau bleu-blanc-rouge tenu par Kléber Gilotto, alors que certaines sources le montrent rouge. Je voulais vous le préciser parce que sur les sources, pareil, là c'est pas aligné. Le 17 mai 1891, le Petit Parisien titre sobrement « Les événements de Fourmi ». Mais ce titre est accompagné d'une gravure déchirante de la fusillade et des premiers corps. Le journal présente également 7 portraits des victimes et insiste sur l'exactitude des illustrations, disant qu'ils se sont inspirés des photos de Monsieur Perron de Fourmi, mais aussi des témoignages des personnes présentes sur place.
Dans Le Petit Parisien, donc, on peut lire aussi: Il n'est pas nécessaire non plus d'insister sur l'horreur du drame. Dans toute la France, la consternation a été profonde, le deuil a été général et il y a eu unanimité pour déplorer les événements de Fourmi. Et donc, malgré le ton compatissant, le journal évite toute remise en question claire de l'armée. Il parle plutôt de victimes des balles perdues, comme s'il s'agissait d'un malheureux concours de circonstances. Je tiens aussi à préciser un autre point. Certaines caricatures de l'époque attaquant les opposants des grévistes, ont été publiées dans la presse, mais elles étaient ouvertement antisémites, donc j'ai fait le choix de ne pas les montrer ici. L'extrême droite, elle, s'en est ouvertement prise à Ferdinand Isaac, jugé responsable de la fusillade. Une critique qui va à peine cacher son fond d'antisémitisme, car rappelons-le, Isaac était à la fois républicain, mais aussi juif. L'écrivain antisémite Édouard Drummond va aussi profiter des événements de Fourmi pour publier un roman totalement biaisé. Le 4 mai, les funérailles des victimes rassemblent pas moins de 30 000 personnes. Je tiens aussi à préciser qu'un ouvrier de 46 ans est mort le lendemain de la fusillade suite à ses blessures. Mais les tensions ne s'arrêtent pas là. Elles vont se prolonger jusqu'en décembre. Les ouvriers sont isolés, certains sont licenciés, d'autres sont blacklistés des usines aux alentours, et petit à petit, épuisés, ils finissent par se soumettre, contraints et indirectement forcés à signer une lettre de soumission, à la suite de laquelle le syndicalisme est interdit à Fourmi. Quelles sont les réactions politiques ? À l'Assemblée, les réactions sont partagées. Le ministre de l'Intérieur, lui, minimise les faits. Pour lui, la fusillade n'a duré que quelques secondes. A l'inverse, Ernest Roche, député boulangiste, s'est déplacé voir les familles des victimes et il va déclarer que la fusillade a duré entre 4 et 5 minutes, soulignant que certaines victimes auraient reçu jusqu'à 6 balles dans le corps et il va même jusqu'à apporter à l'Assemblée une chemise criblée de 5 impacts de balles. Je précise aussi que 4 des victimes n'étaient pas grévistes et auraient reçu des balles perdues. Quant au comte de Main, député catholique et social du Finistère, il s'indigne. Mais où étaient donc les autorités? Où était le sous-préfet? Où était le procureur de la République? Que faisait-il? Leur place n'était-elle pas entre les ouvriers et les soldats? Et on a aussi Georges Clémenceau, qui est un député républicain radical, qui sera d'ailleurs qualifié plus tard de briseur de grève, qui va pourtant s'exprimer sur le massacre de Fourmi. Il parle d'une disproportion monstrueuse entre l'attaque et la répression, mais aussi d'une tache de sang innocent qu'il faut laver à tout prix. Et ensuite, les députés de gauche demanderont une enquête qui ne sera jamais menée. L'idée était de passer vite à autre chose sans remuer le drame, mais tout en trouvant quand même un coupable. Le gouvernement refuse de pointer du doigt l'armée. À l'époque, on imagine déjà une guerre possible contre l'Allemagne. Et les officiers de la gendarmerie, eux, ne sont pas mutés. Ils vont rester en poste dans la région. Quant au patronat de Fourmi, il est complètement oublié. Pourtant, le durcissement de la répression est largement dû à leur refus catégorique de toute négociation. Un premier procès condamne donc 9 manifestants pour entrave à la liberté de travail, outrage et violence à agents et rébellion. Ils vont écoper de 2 à 4 mois de prison ferme. Et début juillet, un second procès se tient à Douai. Hippolyte Culline est condamné à 6 mois de travaux forcés et à 10 ans d'interdiction de séjour. Paul Lafargue, lui, prend 1 an de prison pour provocation à attroupement armé. Il sera finalement libéré plus tôt car il sera élu député en novembre 1891. Le 15 mai 1891, le pape Léon XIII publie Rerum Novarum et y dénonce la misère et la pauvreté qui pèsent injustement sur la majeure partie de la classe ouvrière. Preuve que la condition des travailleurs et des travailleuses est désormais un sujet de société. Peu après, Jean Jaurès prononcera une phrase très forte disant que le 4e État s'est levé. Après le tiers-État sous la Révolution, c'est désormais au tour des ouvriers. Une phrase qui marque l'importance historique et symbolique de cette révolte ouvrière. Cet événement continue de vivre dans les mémoires grâce à différentes formes de commémoration. Le 1er mai 1903, un monument en hommage aux victimes de Fourmi est érigé. Jusqu'au début du XXe siècle, avant même le muguet, l'églantine rouge était associée au 1er mai. Des manifestants la portaient en boutonnière, un geste en hommage à Maria Blondeau, décédée dans une robe blanche et tenant une branche d'églantine dans les mains. Aujourd'hui, le musée du textile et de la vie sociale est installé dans une ancienne filature sur une place qui porte le nom de Maria Blondeau. Cet événement a aussi marqué la chanson populaire qui s'est emparée de ce drame pour en faire un symbole. Dans la chanson, au lieu d'acheter tant d'aéros, Montéhu chante Car à Fourmi, c'est sur une gamine que le Lebel fit son premier essai. Dans la chanson Les fiancés du Nord, René S. et Gaston Maquis parlent de Kléber et de Maria qui se sont fiancés
le jour même. Mais ici, l'histoire est racontée de manière beaucoup plus romantique, en mettant complètement de côté le contexte politique de la fusillade. Dans la chanson Les Martyrs de Fourmies, Voilquin et Poivillier font référence à Maria et à son amie Louise Hublé. Pendant la fête sur place, au milieu des rires, des chants, deux jeunes filles avec grâce distribuaient des fleurs des champs. Lorsque soudain sifflent les balles qui les frappent de tous côtés. Aussitôt tombent sur les dalles ces martyrs de la liberté. Dans la chanson Le Massacre de Fourmies, Pédron chante. Voit Maria Blondeau, elle est là, sanglante, inerte, l'œil hagard, la bouche ouverte, étreignant son vert rameau. Et pourtant elle s'écrie, dans sa terrible agonie, c'est 8 heures qu'il nous faut. Et plus récemment, un groupe de musique qui s'appelle Mauresca Fracas Dub a clairement nommé une de ses chansons Maria Blondeau. Il faut attendre 1919 pour que la journée de 8 heures soit votée en France. En 1892, une grande enquête est publiée dans Le Figaro. Elle est réalisée par Jules Huret et elle dresse un tableau accablant de la situation ouvrière. Il va y décrire la misère des travailleurs et des travailleuses face au mur qu'est le patronat. Le massacre de Fourmies, c'est un événement sans équivalent en termes de violence policière entre la Commune et le 6 février 1934. Ce genre d'histoire, aussi tragique soit-elle, est essentiel à rappeler. Et pas uniquement pour le souvenir, mais aussi pour comprendre, pour argumenter, pour contextualiser certains débats qui ont encore lieu à notre époque. Il y a toujours aujourd'hui un débat sur l'utilisation des armes par les forces de l'ordre, sur la formation de ces personnes, des corps armés, sur l'apprentissage de la gestion émotionnelle dans le cadre de contextes tendus. À Fourmies, c'est un fusil Lebel, une arme de guerre, une arme faite pour tuer, pas pour dissuader. Et on peut légitimement se demander ce qu'elle faisait là. Du côté de la gendarmerie, on utilisait le sabre non plus de par son côté tranchant, mais comme un bâton pour frapper, sauf que du haut de chevaux, face à une foule, c'est une arme qui peut très facilement devenir mortelle. Aujourd'hui, les LBD, les flashballs, les matraques, les grenades de désencerclement, voire des armes plus dangereuses encore, et parfois même mortelles, peuvent être utilisées contre les manifestants et les manifestantes. Le drame de Fourmies n'est pas qu'un fait divers du passé, c'est un rappel qui nous invite à réfléchir sur ces sujets. Mais ce qui est certain, c'est que Fourmies reste un lieu de mémoire du mouvement ouvrier. Merci à toutes les personnes qui ont écouté cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si j'ai fait des erreurs ou si tu veux commenter, débattre sur les sujets qui ont été abordés dans cette vidéo, n'hésite pas à le faire avec respect dans l'espace commentaire. Et si tu as d'autres idées de sujets que je pourrais traiter, n'hésite pas à me le dire également. Toutes les sources que j'ai utilisées et même des sources pour aller plus loin sont en barre de description, tout comme les liens qui correspondent à mes réseaux, ma boutique en ligne, enfin bon bref, tout ça sont en barre d'infos, donc n'hésite pas à aller le consulter. Pareil pour les crédits images, crédits musique, enfin je mets toujours tout en barre d'infos. Et pour ceux que ça intéresse, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Boom.